Bonsoir chers auditeurs pour ce nouveau libre-journal des enjeux actuels dirigé par Arnaud Guyot-Janin qui vous parle. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Marion Maréchal Le Pen, députée Front National de Vaucluse, et non pas du Vaucluse, absolument, comme on dit abusivement. Comme en Avignon. Voilà, exactement. Et pour parler avec vous de l'autre députée Benjamin de l'Assemblée nationale, une Benjamin anticonformiste, que nous allons essayer de connaître un peu mieux durant 3 quarts d'heure. J'ai demandé à Dominique Jamet, qui est cofondateur et directeur de la publication du site Boulevard Voltaire, de vous poser un certain nombre de questions. À Christian Brosio, qui est un rédacteur en chef adjoint du Spectacle du Monde aux pages Histoire également, et Olivier François, collaborateur à la revue Éléments, qui sera également amené à vous poser un certain nombre de questions. La première partie sera donc consacrée à vous, Marion Maréchal Le Pen, et en deuxième partie, nous parlerons avec Dominique Jamet, Christian Brosio et Olivier François d'un deuxième thème qui, par certains côtés, rejoint le premier, qui sera le suivant: Éric Zemmour, le zemmourisme. Y a-t-il aujourd'hui un zemmourisme? Y a-t-il un phénomène Zemmour, le phénomène Zemmour et ses retombées? Voilà, à l'occasion de la publication de son livre Le suicide français aux éditions Albin Michel, voici 2 mois. Il y aura des choses à dire. Alors, il y a plein de questions qu'on a envie de vous poser, Marion Maréchal Le Pen. On va essayer de vous connaître déjà un peu mieux sous un angle extra-politicien, parce que quand vous passez à la télévision sur France 2 chez Anne-Sophie Lapix, ou quand vous passez dans des émissions chez Jean-Jacques Bourdin, etc., vous répondez en 5 minutes et vous n'avez pas le temps de vous exprimer, d'avoir du fond pour pouvoir dire ce que vous avez à dire, développer votre vision du monde, vos idées, etc. Et ce que nous voudrions savoir, c'est connaître mieux vos positions et connaître surtout le fond de vos idées, et puis avoir peut-être aussi quelques éclairages sur vos passions, vos goûts culturels, les auteurs que vous lisez, etc., etc. C'est donc très riche. On va essayer de balayer le plus possible ces questions-là. On va commencer déjà parce que l'actualité est très fronto-frontiste actuellement. On parle beaucoup des différentes mutations entre guillemets qui sont en train de se produire. Vous allez nous en parler. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, sur le plan économique et social, depuis de nombreux mois, j'entends un peu partout et je lis un peu partout dans la presse que vous seriez une libérale conservatrice, alors que vous ne vous êtes, vous allez peut-être me contredire, jamais dénommé ainsi. Non. Alors, dans Valeurs Actuelles, même à la fin du mois d'août, vous raillez la gauche ralliée au libéralisme économique et vous renvoyez dos à dos donc ce libéralisme économique dévoyé par la gauche et en même temps la droite capitaliste. Ce sont vos mots. Donc, pourquoi, à votre avis, vous a-t-on accolé cette étiquette abusive de libérale conservatrice? Et pourquoi n'êtes-vous pas libérale conservatrice? Parce que je vois que vous me faites des signes de dénégation par la tête et que cette étiquette ne vous correspond pas. Parce que je pense que les journalistes ont besoin de vendre du papier. Et pour vendre du papier, il faut raconter une histoire. Et l'histoire est bien plus croustillante lorsque l'on peut, comme ça, faire mousser de potentielles mésententes, contradictions. Et surtout que l'on peut identifier les personnes de façon un peu simpliste en les mettant dans des cases. Ce qui évite, de manière générale, aux journalistes de beaucoup réfléchir. Ce qui, la plupart du temps, les arrange, il faut bien le dire. Donc c'est vrai que, en particulier, parce que cette ligne, enfin, ce qui est défini comme une ligne, cette case dans laquelle on m'a mis a été particulièrement... cette stratégie a été mise en place en particulier avec l'arrivée du Congrès. Oui. Où, en fait, il faut bien le dire, ce congrès en particulier était relativement dépourvu d'enjeux, puisque Marine Le Pen était seule candidate, donc le suspense était tout à fait relatif. Et donc, finalement, pour rendre ce congrès un petit peu attrayant, eh bien, il a fallu raconter une histoire. Et, donc Florian Philippot qui serait étatiste et vous qui serez libérale conservatrice. Donc il a fallu mettre en opposition 2 personnalités avec donc ces lignes nationales républicaines d'un côté et puis de l'autre, comme vous le disiez, libérale conservatrice, et voir laquelle des 2 gagnerait. Je pense que d'ailleurs ça participe d'une stratégie encore plus pernicieuse qui est celle de susciter une division en interne, des malaises. Alors ça ne veut pas dire que je suis la copie conforme de Florian Philippot, hein. Ça nous arrive de ne pas être en accord sur tout, on en débat en bureau politique. C'est une question de sensibilité. Voilà, exactement. Heureusement, on n'est pas des marionnettes. Ni des clones.
ni des clones. Le Front National, c'est pas, je le dis souvent, c'est pas une église, hein, c'est pas une secte. Donc on est fort aussi de nos différences. Mais je pense en effet que ces attributions sont un peu surfaites, oui. Alors, quand Florian Philippot parle justement de la défense du service public, parle nécessairement de la critique des multinationales, montre en quoi le libéralisme financier est fondamentalement prédateur, exclusionnaire, asocial, et met sur le carreau un certain nombre d'ouvriers, d'employés, de chômeurs qui sont d'ailleurs vos électeurs, est-ce que vous-même, vous pouvez vous appuyer sur la même critique anticapitaliste que lui ? Oui, alors si ce n'est que anticapitaliste, je pense que c'est pas le terme tout à fait exact, c'est-à-dire qu'on nous fait un procès en intention en ce moment qui voudrait que le Front National serait passer de l'extrême droite à l'extrême gauche. Bon, on n'est pas dupe, on voit bien d'où vient cet élément de langage. Il vient de l'UMP qui a inventé, je pense qu'ils ont dû se mettre nombreux à inventer ça, le FNPS. Ils n'ont pas compris que ce qui était drôle dans l'UMPS, c'était la lettre en commun. Oui, ils n'ont pas compris. Oui. Écoutez, c'est pas grave. Ils ont dû beaucoup réfléchir pour faire ça. Et donc, voilà, il faudrait... le problème, c'est qu'en politique, n'existe que ce qu'il ne paraît exister. Et c'est vrai qu'à force de répéter cet élément de langage, petit à petit, c'est vrai que même sur le terrain, les gens nous disent mais finalement, le programme économique, Mélenchon, tout ça, quels sont vos liens ? Que les choses soient claires, le Front National n'est pas ultra-libéral, comme le sont d'ailleurs, on pourrait parler de ce terme, mais disons assez simplement, n'est pas ultra-libéral comme l'UMP et le Parti Socialiste actuellement, poussée d'ailleurs en cela par l'Union européenne, et elle n'est pas non plus anticapitaliste. Nous sommes dans un souci d'équilibre au milieu du jeu macroéconomique, et nous sommes des libéraux à l'intérieur d'une certaine manière, mais nous sommes protectionnistes à l'extérieur. Alors je sais que nous sommes en cela assez atypiques. Pourtant, je disais tout à l'heure que dans Valeurs Actuelles, vous aviez critiqué la droite capitaliste, selon vos propres termes. Oui, bien sûr. Et que le capitalisme, si on le définit selon Marx, qui n'a pas forcément eu que de bonnes idées sur les solutions, mais a pu avoir de bonnes analyses, de faire de bonnes critiques sur le capitalisme, la vision accumulatrice, la vision exploiteuse, la vision prédatrice d'une certaine économie de l'homme sur l'homme, est-ce que l'ultralibéralisme ou le mondialisme suffisent à critiquer cette logique d'accumulation, d'exploitation, de surconsommation auquel on a affaire aujourd'hui? Non mais j'entends bien, mais en fait ce que je veux dire c'est que par anticapitaliste, je trouve qu'il y a une dimension un peu caricaturale, on le voit chez nos collègues communistes qui eux se définissent comme anticapitalistes, où pour le coup ils sont vraiment construits doctrinalement, idéologiquement, par la lutte des classes, qu'ils transposent d'ailleurs à l'ensemble des conflits de la société, les hommes contre les femmes, les homosexuels contre les hétérosexuels, les enfants contre les adultes, les salariés contre les patrons, et c'est vrai qu'ils ont pour eux, et d'ailleurs c'est autour de cela que s'est construit intégralement notre droit du travail, et je pense que c'est ce dont ils souffrent aujourd'hui, le salarié est en position de faiblesse, il est la victime par rapport au patron, quel qu'il soit d'ailleurs, le patronat comme ils disent, qui pour moi est un terme totalement impropre. Parce que vous différenciez le petit patronat du grand patronat. Qui est le grand exploitant, le grand méchant de l'histoire. Et je pense que nous n'avons pas cette vision binaire, ultra simpliste. Quand je dis que nous sommes des libéraux, c'est-à-dire que nous sommes pour la loi du marché. Et nous sommes également pour faciliter la vie de ces entreprises, de ces TPE, de ces PME. Et est-ce que vous êtes pour la loi du marché dans tous les secteurs de la société? Est-ce que la loi du marché qui régule aujourd'hui les comportements sociaux, qui régule la société, non, parce que je pense, est-ce que ça vous paraît être une bonne chose? Je pense que cette loi du marché doit exister, mais elle ne s'autorégule pas seule. C'est-à-dire que à mon avis, l'erreur est de penser que cette loi du marché va par elle-même et seule régler justement, équitablement et humainement l'ensemble des rapports de la société. Je pense que ça c'est une erreur et que c'est là que justement l'État, sans être, quand on défend l'État, on n'est pas forcément étatiste, mais je pense que en effet l'État doit avoir un rôle de garde-fou, État stratège. Voilà, d'orientation. C'est ce qu'on met derrière le terme d'État stratège, qui n'est pas l'étatisme pantagruélique qu'on peut voir sur certains aspects aujourd'hui et qui sur d'autres aspects est totalement absent, mais c'est un souci d'équilibre. Dominique Jamais, vous avez certainement des questions à poser à Marion Maréchal-Le Pen et peut-être même par rapport à ce qui est en train de se produire actuellement pour qu'on puisse déjà répondre à la question de savoir s'il y a... mais Marion Maréchal-Le Pen y a répondu partiellement quant à Florian Philippot sur les questions ayant trait à ce qu'on appelle
dans la grande presse la question homosexuelle et le Front National à travers la nomination de Sébastien Chenu à la culture au sein du Front National. Est-ce que vous, qui avez fait campagne pour Nicolas Dupont-Aignan, ça vous a étonné de la part du Front National par rapport à sa logique politique? Vous aviez écrit en 95 un livre qui s'intitulait Demain le Front. C'était un front assez différent peut-être de celui d'aujourd'hui. Est-ce que ça vous a étonné quand vous avez vu cette mutation et cette inflexion qui a été donnée de la présence de gens qui sont des homosexuels militants, notamment Sébastien Chenu au sein du Front National? Est-ce que ça vous a étonné? Est-ce que ça vous a surpris? Ou est-ce que vous regardez ça d'une manière très détachée et très, très journalistique? Écoutez, il y a au moins cette question comporte au moins deux aspects. C'était un secret de polichinelle ou un secret, disons, assez largement partagé depuis quelque temps, peut-être pas par les électeurs, peut-être pas dans le grand public, mais qu'au Front National et à la direction du Front National, notamment, il y avait un certain nombre de gens, je crois que Florian Philippot n'est pas seul dans ce cas, qui sont homosexuels. Et est-ce que c'était, au fond, le deuxième aspect enchaîne sur le premier, s'articule avec le premier? Est-ce que c'était un hasard sans signification? Oui. Est-ce que c'était quelque chose de honteux, un secret qu'il fallait garder? On n'est pas obligé non plus, n'est-ce pas, d'afficher sa vie privée, de l'exposer devant tout le monde, ce qui nous ramène à Closer. Mais cela étant dit... Le magazine qui a montré les photos de Florian Philippot avec son petit ami. Exactement. Mais cela dit, cela a débouché effectivement sur un deuxième aspect de la question, et qui est intéressant, révélateur, qui va très nettement au-delà de l'anecdote, c'est-à-dire que le Front National tel que tel que je l'ai connu, n'était pas particulièrement tendre avec les homosexuels. Et je pensais d'ailleurs, je ne sais plus si ça a été rappelé, vous vous rappelez que à Mantes-la-Jolie, il y avait eu une campagne assez animée avec Madame... Je vois à quoi vous faites allusion. Et je me rappelle très bien Jean-Marie Le Pen disant « Et toi, le rouquin, le PD, tu vas, etc. » Bon, donc il y a une évolution et c'est très intéressant. C'est un coup de sang, cela dit. Hein. Oui, tout à fait. Mais il y a une évolution tout à fait intéressante, car la réaction majoritaire, je le vois d'ailleurs dans les commentaires sur Boulevard Voltaire, ouais. La réaction majoritaire au Front National, non seulement dans la direction, mais semble-t-il parmi les électeurs, parmi les adhérents, peut-être même parmi les électeurs, c'est on s'en fout. Ouais. Si on s'en fout, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est passé d'un Front National qui, sur ce plan-là, sans avoir jamais eu de doctrine, mais était plutôt hostile, était plutôt homophobe, disons les choses comme elles sont, à un Front Maréchal va vous répondre. Un Front National parfaitement tolérant, parfaitement ouvert. Il y a une modernisation, c'est-à-dire que tout simplement d'ailleurs, et ça débouche sur un troisième point, mais je m'arrêterai là naturellement, le Front National, en grandissant, en grossissant, ressemble de plus en plus, sinon au métro à 6 heures du soir, du moins à la société française telle qu'elle est. Et la tolérance qui s'est manifestée là reflète l'évolution générale de notre société. Alors, Marion Maréchal-Le Pen, si vous pouvez répondre à Dominique Jamais. Je pense qu'il y a une confusion, en fait. Il y a une confusion entre... ce qui était désigné dans cette histoire en particulier, c'était pas l'homosexualité de Sébastien Chenu, que les choses soient claires. C'était une façon de faire la politique. C'était un esprit, qui était l'esprit, en tout cas, pour son parcours passé. On va parler maintenant de ce qu'il amène au Front National, mais pour son parcours passé, celui d'un communautarisme militant. Il était le fondateur de Gay Lib, notamment. Autres, mais c'est vrai que même après qu'il ait fondé, qu'il ait quitté d'ailleurs cette structure-là, c'est vrai que dans ses choix politiques, dans ses soutiens politiques, dans ses déclarations politiques, était essentiellement axé autour de la cause homosexuelle, si je puis dire. Et c'est en cela, si vous voulez, que le débat a pu avoir lieu au sein du Front National, mais en aucun cas le fait qu'il soit ou non homosexuel. Je veux dire, on a toujours eu, contrairement d'ailleurs à ce qui peut être pensé des homosexuels au Front National, y compris d'ailleurs du temps de Jean-Marie Le Pen, qui sont connus. Je veux dire qu'il n'y avait strictement aucun problème de ce point de vue-là. Mais je pense que c'est aller un peu vite en besogne que de dire parce que vous remettez en cause le combat militant de cet homme-là, vous êtes homophobe. Je pense que c'est se comporter exactement comme le font aujourd'hui l'ensemble de la classe. Je parlais du Front National avant vous, politique. Bien avant vous.
Oui, non, mais là vous dites en gros maintenant le Front National est devenu tolérant alors qu'hier il était homophobe. Je ne crois pas du tout. Je pense qu'il y a une constante, et la constante c'est que nous sommes pour la seule communauté qui vaille le coup se battre, c'est-à-dire la communauté nationale, et que nous sommes contre les communautarismes, et encore plus lorsqu'ils sont militants, qu'ils soient des communautarismes basés sur l'origine, basés sur la sexualité, ou basés sur la religion d'ailleurs. Mais en l'occurrence, je considère que la sexualité n'est pas un programme politique. Mais, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être homosexuel. Marion Maréchal Le Pen, ce qui a peut-être fait sursauter un certain nombre de gens, d'adhérents, de commentateurs, etc., c'était la quantité d'un côté, la revendication prosélyte et communautariste comme cerise sur le gâteau, avec Florian Philippot au milieu, et puis tout ça ramené à un type, si j'ose dire, d'homme qui a la culture et qui a été à Guélib, qui a été soutien de Bruno Le Maire il y a encore 3 semaines au sein de l'UMP, qui a été au chef de cabinet de Christine Lagarde au commerce extérieur, etc., etc. C'est ça qui pouvait apparaître comme étant un peu choquant pour un certain nombre de gens. Je comprends le malaise qu'il y ait pu avoir, mais justement, je veux dire, pourquoi nous déplorons cette façon de faire de la politique là ? Parce que nous considérons que le fait d'être homosexuel ne conditionne pas pour une personne l'ensemble de ses choix humains et politiques, fort heureusement, et que c'est une erreur d'avoir des représentants comme ça autoproclamés sous l'appellation inter-LGBT d'une soi-disant communauté homosexuelle, qui fait que parce que l'on est homosexuel, on doit être pour le mariage et l'adoption homosexuelle, pour la PMA et le GPA, et puis plus largement progressiste, idéalement d'ailleurs de gauche, et avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la dimension ultra libertaire sur l'euthanasie, voilà. Et je pense que c'est une erreur fondamentale. Et parce que je pense ça, je considère qu'au Front National, il n'y a pas d'unité, entre guillemets, entre des cadres ou des militants ou sympathisants homosexuels qui pourraient avoir une cohérence de pensée. Voilà, moi, en tout cas, si cela arrivait, je me battrais contre cela. Il n'y aura jamais de lobby homosexuel au sein du Front National. Ce qui a créé un malaise avec l'arrivée de Sébastien Chenu, c'est qu'en effet, ça n'avait rien à voir avec son homosexualité, c'était vraiment le parcours politique. Voilà. Et puis la sincérité de la personne, voilà, qui, c'est vrai, arrive comme ça. Après, moi, Sébastien Chenu, je l'ai rencontré 2 fois, sans savoir d'ailleurs quel était son parcours politique. Il est sympathique humainement par ailleurs, hein. Donc voyons à l'épreuve dans le temps ce que cela va donner. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il fasse la démonstration qu'il s'est trompé, voilà, qu'il a dit toute ma vie je me suis trompé dans l'esprit qui m'a animé politiquement. Aujourd'hui j'ai vu d'une certaine manière la lumière et je viens faire de la politique sur l'euro, sur l'Europe, oui très bien, mais pas que là-dessus. Aussi sur l'esprit qui doit animer politiquement, et l'esprit qui anime politiquement, ça doit pas être celle du corporatisme, c'est pas la guerre des droits individuels, parce que pour moi la guerre des droits individuels c'est la meilleure façon de briser la cohésion nationale. Alors une demi-seconde de Dominique Jamais pour après passer la parole à Christian Brosio et à Olivier François. Donc aussi brièvement que je le pourrais, mais pour poursuivre, pour ne pas nous arrêter à ce que vous avez dit, Marion Maréchal, il y a une question qu'on ne peut pas ne pas se poser désormais, qu'on se posait d'ailleurs déjà depuis quelque temps. Après réflexion, après hésitation, je dirais qu'en gros, l'UMP a pris parti contre le mariage pour tous. Hein ? Oui. C'est très... Une partie. Une grosse partie. Et même celle qui a pris n'est pas très claire quand même. Attendez. Pas l'ambiance de la salle. Attendez. Enfin, disons que dans les cortèges, dans les manifestations contre le mariage pour tous, l'on a vu figurer un nombre assez important de parlementaires UMP. Ça n'est pas niable. Une quinzaine. Ouais, on a vu ça. Peut-être tout mis en avant par la... Alors, d'accord. D'accord. Bon. Une quinzaine, à mon avis, vous parlez plutôt du public. Attendez. Bon. Allez, je reprends. Allez-y. Obligé à reprendre. Bon. Le parti de Christine Boutin, minuscule, il est à fond, à 100%, contre le mariage pour tous. Moi, il m'avait semblé, mais on peut en discuter en effet, il m'avait semblé qu'à l'UMP se dégageait plutôt un consensus contre le mariage pour tous. À l'association France Commun, certainement. Il m'a semblé que Nicolas Sarkozy avait prononcé des paroles définitives il y a quelque temps à propos du mariage pour tous en disant qu'il abrogerait la loi Taubira. Hold-upé par son public. Si ça leur fait plaisir. Et on pouvait... Voilà, puisque ça leur fait plaisir et que ça ne coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Mais c'est quand même un engagement. On se demander si le Front National avait une position sur la question. Était-il plutôt contre ?
plutôt plutôt indifférent, laissant la liberté. Et à la lumière de ce qui vient de se passer, il semble bien que le Front National ne prenne pas de position là-dessus, que c'est laissé à la conscience de chacun. Sur la question du mariage homosexuel, absolument pas, puisque en l'occurrence, il y a eu lieu un vote, d'ailleurs au moment où la loi est arrivée à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, un vote en bureau politique qui, à l'unanimité, a voté pour l'abrogation de mariage homosexuel et de l'adoption qui en est la conséquence directe. Donc en revanche, la seule différence qu'il y a eu a été une divergence stratégique. Certains ont considéré qu'il fallait aller à cette manifestation, la manif pour tous. Certains ont considéré qu'il fallait en rester en retrait, pour plein de raisons d'ailleurs, qui tiennent au fait qu'il ne voulait pas forcément être mis derrière l'UMP, que du fait aussi également, il faut le dire, d'un certain nombre de cadres de la manif pour tous qui ont eu un comportement assez inégal entre les partis, dans l'octroi des temps de parole, des choses comme ça. Et d'autres ont considéré, comme j'en ai fait partie, qu'il était plus lisible, si vous voulez, d'aller sur le terrain avec ces personnes-là. Mais ça s'est arrêté là. La divergence, elle a été stratégique, et c'est pas l'arrivée de Sébastien Chenu qui a fait infléchir la ligne politique. Il le sait bien. Eh ben, vous voyez, c'est toujours utile de poser des questions. J'avais cru comprendre que c'était un choix que le Front National laissait à la conscience de chacun de ses membres. Vous me dites que non, je l'enregistre. Ben voilà. Ouais, c'est fait, c'est bon. Christian Brosio. Oui, dans tout cette histoire depuis quelques jours, ça me paraît être une histoire typique de convulsions de part et d'autre, propre à notre époque postmoderne, où l'on mélange en fait beaucoup de choses. Au préalable, je voudrais simplement une petite parenthèse pour répondre à Dominique Jamais sur l'homophobie, enfin entre guillemets, plus ou moins, c'est à supposer, sans guillemets. Qui existait, dites-vous, autrefois au Front National. Je connais un peu aussi le Front National pour avoir fréquenté cette maison il y a déjà 40 ans. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'homophobie au Front National. Enfin, il y a peut-être de l'homophobie, il y a des homophobes partout. Le même front. Mais il y a toujours eu des homosexuels au Front National. Moi, j'en ai toujours rencontré. Et même des responsables. Rappelons qu'en 1989, c'est pas d'hier. Oui, on va pas Jean-Marie Le Pen disait on ne fait pas de police de la braguette au Front National. Pas de police de la braguette, etc. Il y avait des mœurs différentes. On a toujours, ça a toujours été, ce que j'ai pu constater et connaître. Mais Christian Brosio, si vous pouvez poser votre question, parce qu'on est un peu en retard. Oui, on est un peu en retard. Non, pour en revenir à cette histoire, il me paraît. Alors, c'est pas tellement une question, c'est un peu un constat ou une question que je me pose et que je pose à tout le monde à propos de l'UMP et notamment de la branche, disons la plus droitière de l'UMP. Il me paraît évident qu'il se prépare, enfin qui s'est même engagé une manœuvre de la part de cette droite de l'UMP pour profiter de l'affaire Chenu et de l'affaire Closer sur Florian Philippot pour jeter le trouble justement parmi les sympathisants, électeurs potentiels, électeurs actifs d'aujourd'hui, etc., sur le Front National. Et notamment, je pense que ce qui est en cause, enfin, ce qui est visé, en tout cas, j'ai vraiment l'impression, en lisant des déclarations diverses et variées, que ce qui est visé, c'est entre autres Monsieur Philippot. Je ne défends pas Monsieur Philippot, que je ne connais pas du tout, que j'ai jamais rencontré, mais il est évident que ses positions économiques et sociales énervent beaucoup la droite affirmée de l'UMP, la droite sarkozyste pour la nommer, parce que je pense que les éléments sarkozystes sont tout à fait à la manœuvre dans cette affaire, qui vont faire monter la sauce. Je pense qu'il faut s'attendre à des articles dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être là-dessus, pour dire, alors que Nicolas Sarkozy s'est engagé justement au meeting de sens commun, qui est
un organisme, enfin, c'est un titre, un intitulé assez drôle d'ailleurs, assez drôlatique, sens commun, s'est engagé à abolir la loi Taubira, etc. Le Front National, lui, s'engage dans le communautarisme, dans la défense du communautarisme gay, en gros. Enfin, c'est exactement ce qui est dit. Soit clairement, soit de façon sous-entendue. Mais à travers cela, je pense que ce qui est visé, c'est effectivement la ligne non libérale, justement, incarnée, dit-on, par Florian Philippot, qui est adoptée par l'ensemble du Front National et qui est visée. Est-ce que vous croyez en cette réalité? Voilà, c'est l'impression. Est-ce que vous percevez Est-ce que vous percevez cette réalité? Est-ce que vous croyez en cette hypothèse? Est-ce que vous croyez qu'il pourrait y avoir une instrumentalisation de la part de l'UMP qui viserait justement à faire monter Sarkozy et démonétiser le Front National sur ces questions ayant trait à l'homosexualité et à démonétiser par la même occasion la critique du capitalisme mondialisé par Florian Philippot, vous-même et un certain nombre de gens du Front National? Je pense honnêtement que la posture est manifeste. Enfin, je veux dire, qui peut croire honnêtement en la sincérité de Nicolas Sarkozy lorsque dans le même meeting, il arrive à dire deux choses différentes simplement en fonction des interpellations des personnes dans le public. Je veux dire, personne n'est dupe. Tout le monde sait que Nicolas Sarkozy est assez fluctuant dans ses positionnements et même sur des sujets aussi essentiels puisque c'est l'actualité du droit de vote des étrangers. Je vous renvoie au livre qu'il a écrit en 2005 où il se disait pour le droit de vote des étrangers. Au municipal. Voilà, donc Nicolas Sarkozy est un merveilleux outil de communication. C'est un homme à ne pas sous-estimer parce qu'il est stratégiquement pertinent. Il faut lui accorder ça. Et que le jour où il y a eu cette polémique autour de Sébastien Chenu au Front National, dans le même temps, il nommait cette jeune femme secrétaire générale. Bon, on a bien compris la manœuvre. Je pense qu'il y a un trouble, mais moi je ne peux que renvoyer les électeurs, les sympathisants, les participants à la manif pour tous et les auditeurs absolument en premier lieu à la cohérence du discours et du programme qui est défendu depuis toujours, soit par l'un ou pas par l'autre justement. À un moment donné, quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. Il ne faut pas aller plus loin que ça. On avait parlé de Coluche tout à l'heure. On avait parlé de Coluche. On y revient. Exactement. Donc parfois il faut aller simplement à l'essentiel. Là, très honnêtement, je pense que c'est quand même assez manifeste. Olivier François. Une question qui n'a rien à sortir un peu de ce débat justement, de l'arrivée de Chenu, etc. Ouais. Pour revenir un peu au début de l'émission sur les deux fronts qu'on oppose. Parfois, on oppose aussi un front du nord de la France, qui serait le front de Marine, qui aurait un électorat, on va dire, assez prolétarien issu de l'ancien Parti communiste français, et un front du sud, qui serait le front sans doute libéral conservateur que vous incarnerez, mais c'est assez géographique aussi, qui serait le front, au fond, de l'électorat droitier, voire droitard du Front National, de petits commerçants, anciens poujadistes pour certains, pour les plus âgés, de professions libérales, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que me semble-t-il, d'abord, c'est pour diviser aussi ces des électorats qui, d'abord, sur des questions notamment importantes comme celle de l'immigration, ont des intérêts en commun et peuvent se rejoindre aussi, parce que sur les questions économiques, je pense que le petit ouvrier, l'ouvrier, le prolétaire du nord de la France est aussi déclassé par le capitalisme mondialisé que le petit commerçant et le petit chef d'entreprise. Non, mais alors, ce qui est une réalité, c'est qu'on est face à des territoires, enfin en tout cas pour nos électorats, qui ont des origines sociologiques, politiques différentes. Ça, c'est indéniable, c'est mécanique. En revanche, sur la composition sociale de ces classes et sur les aspirations, il y a manifestement un recoupement qui n'est pas une contradiction, qui n'est pas une divergence. Je vous parle socialement parce que ce soit dans le nord ou que ce soit dans le sud, on a, en tout cas pour tout ce qui est classe ouvrière, classe sociale plutôt basse, petits commerçants, artisans, petits patrons de TPE et même de TPE d'ailleurs, des électorats qui ont la même sociologie et qui se recoupent. Les aspirations sont également les mêmes pour beaucoup d'entre eux,
parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'ouvrier lorrain, pour prendre un exemple un peu caricatural, ne vient pas au Front National sur les questions sociétales ni sociales, principalement d'ailleurs, comme on pourrait penser, venant d'un électeur dit de gauche. Il vient sur des thématiques qui sont dites assez historiques, je pense, en premier lieu, à l'insécurité et à l'immigration. Il faut quand même le savoir. Donc ça reste des aspirations qui sont quand même largement partagées. La différence, c'est vrai qu'on voit en fonction la petite différence qu'il y a peut-être en fonction des études d'opinion, c'est qu'il semblerait qu'il y a une classe sociologique de CSP+, qui est un peu plus importante dans celle qui nous est acquise dans le sud de la France. Voilà. Mais après, je pense que ces différences sont à relativiser. Alors, je vous rappelle que vous êtes bien sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Nous interrogeons Marion Maréchal Le Pen, députée FN de Vaucluse, sur le thème « Connaître mieux une jeune députée anticonformiste », avec Dominique Jamet, qui est cofondateur et directeur de publication du site Boulevard Voltaire, Christian Brosio, rédacteur en chef adjoint des pages Histoire à Valeurs Actuelles et collaborateur à la revue Éléments, et Olivier François, collaborateur à la revue Éléments. Alors, après cette page politique, que je croyais plus brève, mais comme on est en pleine actualité, c'est inévitable, c'est toujours un peu effervescent et à chaque fois qu'il y a ce genre de questions qui se posent, la polémique est inévitablement enclenchée. J'aimerais qu'on essaye de prendre un petit peu de hauteur et vous interroger un petit peu sur des questions sur lesquelles on a peu l'habitude de vous entendre. Vous avez reçu, je crois, une double éducation protestante et catholique de par votre père et de par votre mère. Exactement. Et durant la manif pour tous, on a senti qu'il y avait dans votre discours, sinon un discours de foi, en tout cas un discours catholique civilisationnel, au moins. Alors, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous êtes attaché ? Alors, pour vous répondre, oui, en effet, j'ai reçu une double éducation religieuse, puisque j'ai moi-même été quelques années en école privée catholique, pas vraiment par choix d'ailleurs à la base, c'était parce que la vie dans l'école publique était de plus en plus ardue au vu de l'affiliation qui était la mienne. Parce que vous appelez Le Pen. Voilà, exactement. Même syndrome que pour Marine Le Pen. Exactement. Et c'est vrai que dans la famille, on est très attaché à l'école publique. Je pense que d'ailleurs c'est l'un de nos mérites, c'est que je pense que rares sont les hommes politiques français du niveau de Jean-Marie Le Pen qui ont mis leurs enfants en école publique toute leur scolarité. Donc c'est vrai que Marine elle-même et ma mère et ma tante ont reproduit ce schéma, ont voulu nous mettre en école publique, mais il s'est avéré que parfois c'était un peu trop ardu. Du coup, j'ai fait quelques années en école privée catholique, bien que j'avais une éducation religieuse également à la maison, disons que beaucoup plus poussée, puisque j'ai pu faire un certain nombre de sacrements en plus du baptême, qui sont la confirmation, la première communion et la confirmation. Et dans le même temps, mon grand-père paternel est pasteur protestant, donc, et c'est vrai que les vacances chez les grands-parents étaient toujours doublées ce qu'ils appelaient l'école du dimanche, qui correspondait un peu au catéchisme catholique, et la participation aux cérémonies au temple. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu les deux éducations. Ça m'a apporté beaucoup. C'est peut-être ce qui fait que chez moi, que j'ai une approche peut-être un peu moins dogmatique des Écritures, ayant eu un peu les analyses très différentes, y compris d'ailleurs d'un homme de Dieu, puisque mon grand-père est quand même un homme de Dieu également. Et en revanche, j'ai une vraie spiritualité. J'ai la foi. J'aurais pas la prétention de dire que je suis une catholique exemplaire, loin s'en faut. Je suis pas d'ailleurs une pratiquante extrêmement assidue, bien qu'il m'arrive quand même d'aller à la messe. C'est quelque chose qui sous-tend quand même mon combat politique. Qu'est-ce qui fait que vous avez tranché en faveur du catholicisme ? Alors ça c'est faudrait de longues heures pour mais est-ce qu'il y a un élément déterminant cela, par exemple l'élément marial, est-ce que ça peut être joué ? En fait, ça s'est fait. Alors, ça peut paraître un peu parce que j'ai été jeune lorsque j'ai fait aussi ces choix-là, et puis j'ai continué dans cette voie-là. Mais je trouvais que doctrinalement parlant, la religion catholique était beaucoup plus riche que ne l'était le protestantisme. Et puis c'était aussi une question de ressenti. Moi, je vis la spiritualité. J'ai une chance extraordinaire. Je n'ai d'ailleurs absolument aucune excuse de ce point de vue-là. C'est qu'il y a des gens catholiques, très pratiquants, qui parfois peuvent déplorer de ressentir peu de choses. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai la foi et je ressens beaucoup de choses. Je me sens parfois animée. Je sais que parfois, les rencontres que j'ai sont véritablement providentielles, non pas présidentielles. Lapsus lingué, comme dirait votre exactement. grand-père. Donc, c'est vrai que j'ai cette chance de ressentir les choses, et j'aime à prier les saints.
ce qui ne se fait pas dans la religion protestante, entre autres. Et donc c'est vrai que c'est ce qui m'a fait pencher, entre autres, vers le catholicisme. La dimension de la transcendance, c'est quelque chose qui vous a été, que vous avez perçu assez jeune. Oui, déjà, vous savez, je pense que Jean-Marie Le Pen, bien qu'étant parfois d'ailleurs défini comme une forme d'anarchisme chrétien, Jean-Marie Le Pen, je pense aussi une vraie spiritualité. Je pense qu'il a aussi une vraie spiritualité, que c'est quelque chose... moi, j'ai rencontré, il y a encore très récemment, un prêtre qui, à plusieurs reprises, a assisté courageusement, il n'y en a pas beaucoup, à des meetings politiques, parce qu'il avait accompagné un peu Jean-Marie Le Pen, c'était un prêtre assez politique. Et il me disait, un jour, Jean-Marie Le Pen a fait un discours sur la Vierge Marie, dans le cadre de son discours politique, entre autres. Et il me dit, c'est l'un des plus beaux... C'était pas un sermon, parce qu'il n'est pas prêtre, mais c'est l'une des plus belles déclarations que j'ai pu entendre sur la Vierge Marie, et je ne peux pas croire qu'elle n'était pas animée par autre chose que simplement un talent d'écriture. Et je pense que ça, il nous l'a transmis quand même peu ou prou. C'est la dimension transcendantale de la spiritualité qu'on le retrouve un peu aussi dans l'amour de la France. Voilà, vous savez que Marie-Christine Arnautu est même allée assez loin en vous qualifiant au lendemain du congrès, puisqu'elle a dit de vous, de manière charmante, qu'il y avait quelque chose de presque transcendantal et que vous étiez aux antipodes de la jeunesse qui incarnait le fric et le portable. Voilà. Oui, c'est très gentil de la part de Marie-Christine, je la remercie. C'est une amie, je la connais depuis très très longtemps, donc je ne sais pas si elle est véritablement objective. C'est même elle qui d'ailleurs vous a présenté en deuxième de liste en Ile-de-France il y a quelques années. Qui m'est venue me chercher pour commencer la politique en 2010 au régional. Honnêtement, je n'ai pas le sentiment d'être, même si c'est le titre aujourd'hui de votre rubrique, tellement le sentiment d'être anticonformiste, en ce sens que finalement, les inquiétudes qui m'animent, les combats qui sont les miens, je pense, sont quand même partagés par une grande partie de ma génération. Ce sont les générations, c'est la génération qui se prend le boomerang mai 68 en pleine tête. Moi, j'aime assez l'expression qui est sortie au moment de la Manif pour tous, qui est la contre-génération 68. Et en cela, finalement, je suis plutôt dans l'air du temps. Enfin, j'ai le sentiment que le discours que je porte, il est entendu, partagé par beaucoup de gens de ma génération. Et donc, j'ai pas tellement le sentiment d'être anticonformiste. Vous n'êtes pas une rebelle à roulettes, comme disait Philippe Muret. Non. Voilà, vous êtes une anticonformiste au sens où Jean Galtier-Boissière en parlait, c'est-à-dire une anarchiste de droite, d'une certaine façon, qui est réfractaire aux modes dominantes. On va dire ça comme ça. Après, je me qualifie pas de rebelle, je me qualifie encore moins de révolutionnaire. Ouais. C'est pas du tout mon fond de pensée. Alors, qui dit Dieu et le christianisme dit l'Arche de Noé. Vous allez voir la transition, parce que je sais que vous aimez beaucoup, vous avez une passion comme votre grand-père et comme pas mal de personnes de votre famille pour les animaux. Alors ça aussi, c'est quelque chose pour la nature, pour les animaux, même peut-être. On m'a dit, alors je ne sais pas, peut-être est-ce un bruit qui a échappé, que vous auriez été prête à vivre, si vous aviez une autre vie que celle que vous menez actuellement en politique, que vous auriez été prête et non pas prêtre. C'est à mon tour justement d'être dans le lessus lingué, à fonder une ferme. Alors en fait, c'était une ferme. À vivre à la campagne et à vivre dans une ferme. J'aime beaucoup la campagne. C'est vrai, de là à monter une ferme, peut-être pas. Enfin, en tout cas, ça a fait partie des fantasmes de petite fille que j'ai pu être, évidemment. Oui, non, c'est vrai, j'aime beaucoup les animaux. C'est quelque chose, j'ai toujours vécu, grandi avec. C'est pas à vous que je vais apprendre que Jean-Marie Le Pen lui-même a toujours eu des animaux, fait savoir son amour des animaux, ayant même eu, on en parlait tout à l'heure, jusqu'à un rat de laboratoire qu'il a exposé jusque dans le livre sur Jean-Marie Le Pen. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a toujours grandi avec ça, dans un respect de la nature, des animaux, et je pense que c'est d'ailleurs assez cohérent avec le combat entre guillemets identitaire. Alors, est-ce que vous vous sentez d'ailleurs écologiste ? Écologiste, il faut savoir de quoi on parle. C'est une forme d'écologie qui est dénuée de la dimension gauchiste. Écologie humaine, écologie environnementale, écologie cosmique. La défense du monde de la nature. Je pense que bien sûr, il y a une cohérence. Il y a une cohérence dans le combat. Donc je vous disais identitaire, parce que lorsque l'on défend l'identité d'un pays, on défend aussi ses paysages, on défend aussi son terroir, on défend des modes de vie, les animaux qui peuplent toutes ces forêts et
ses prairies. Donc bien évidemment tout ça est un tout, on peut pas en être indifférent, et c'est d'ailleurs la grande imposture des écologistes actuels, et pour reprendre un bon mot de Jean-Marie Le Pen, qui les traitait de pastèques, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, qui dans le même temps, prisonniers de leur idéologie internationaliste, ne voient pas la contradiction avec aujourd'hui ce qu'ils exigent à l'égard de nos agriculteurs ou de nos éleveurs, qui sont confrontés à une concurrence totalement déloyale, puisque nos marchés sont aujourd'hui ouverts à des agriculteurs et des éleveurs qui ne respectent aucune des normes sanitaires environnementales qu'on impose en France. La pastèque a laissé place à la synthèse libérale-libertaire incarnée par Daniel Cohn-Bendit, c'est-à-dire le progressisme sur les questions sociétales et l'idéologie du marché sur le plan économique et social. Oui, c'est vrai que les Verts ont vraiment tout pour plaire. Eux, de A à Z, c'est catastrophique. C'est l'anti-michéisme, puisqu'on parlait hors antenne de Jean-Claude Michéa, qui est un auteur, je crois, que vous lisez, que vous appréciez. Alors, j'ai lu en effet L'Empire du moindre mal. Ouais. Et je suis actuellement en train de lire L'impasse Adam Smith. Adam Smith, ouais. Voilà, mais c'est vrai que c'est un auteur que j'apprécie. Je trouve qu'il arrive justement à expliquer avec beaucoup de facilité, avec un certain génie, ce lien entre le libéralisme économique, le libéralisme entre guillemets sociétal, les libéraux libertaires. Et c'est vrai que toute la cohérence est là, et je pense que même nous dans notre combat politique, pour être cohérent jusqu'au bout et d'une certaine manière imbattable, il faut avoir lu ces livres pour véritablement mettre des mots sur ce qu'on ressent d'une certaine manière, on a une intuition à l'égard de ça, mais on ne sait pas forcément mettre les mots dessus. Pourquoi ? Parce que c'est quand même assez complexe, et lui le fait avec beaucoup de génie. D'ailleurs, notons, cher Arnaud, que Jean-Claude Michéa, on revient aussi sur la question écologique. Les Verts sont des adorateurs de l'imitation quand il s'agit des frontières comment dirais-je, du libre marché, enfin de la libre circulation des biens et des personnes, et par contre devraient aussi, quand ils défendent la nature, sont des adorateurs de la limite. Il faut défendre la limite, mais la limite, c'est la limite à la croissance, mais c'est à une certaine croissance délirante, et à la limite aussi à la circulation des hommes, et donc c'est l'éloge de la frontière. Oui, non, puis ils sont directement responsables d'aberrations écologiques. Là, je vois par exemple, on est en train d'assister à l'arrivée du fameux concept des 1000 vaches, qui en réalité sont la ferme des 500 vaches, puisque le préfet n'a autorisé que 500, mais qui en fait sont le fruit direct d'une concurrence de nos éleveurs avec le modèle allemand, qui lui a développé justement ce genre de filière agro-industrielle extrêmement rentable, extrêmement performante, qui est totalement contraire à notre modèle agricole de petites structures familiales qui sont gages de traçabilité et de qualité. Et voilà, et on voit justement les limites de ce raisonnement qui ne se tient pas, honnêtement. Est-ce que vous êtes favorable au réenracinement local, régional, communal, familial, c'est-à-dire au principe de subsidiarité qui n'est pas en adéquation complète avec la défense de la République une et indivisible au sens jacobin du terme par le Front National, mais vous pourriez avoir une certaine sympathie pour un certain régionalisme ou pour une certaine subsidiarité qui permettrait au peuple de France de se fédérer et à l'échelle commune de pouvoir avoir des projets communs. C'est parfois d'ailleurs le point un peu délicat, y compris dans notre famille politique. Mais bon, je pense que... Là aussi, on pourrait parler de la ligne Philippot, qui est plutôt nationale, étatiste et jacobine, et vous qui qui avez une tendance plus identitaire. Il faut s'entendre aussi sur le mot identitaire, parce que ça renvoie à des mouvements qui ne sont pas forcément ce que vous êtes vous. Que les choses soient très très claires, je ne suis absolument pas régionaliste. Je pense que d'ailleurs flatter les particularismes locaux en l'état actuel des choses m'apparaît dangereux. Si la France se portait bien, s'il faisait bon être français, on pourrait mettre un petit peu en avant les spécificités locales, parce qu'il n'y aurait pas de problème de cohésion nationale. Mais aujourd'hui, où la France est attaquée de toutes parts, de l'extérieur déjà, par l'Union européenne, par le droit européen, par un État qui est vidé de ses compétences vers le haut, et aujourd'hui qui risque d'être vidé d'une partie de ses compétences vers le bas, c'est-à-dire vers ces nouvelles super régions, un pays où on n'est plus fier d'être français, où on a tendance justement à se rétracter derrière ses identités locales, parce que finalement on n'arrive plus à saisir ce que signifie être français, puisque maintenant n'importe qui sans aucune condition peut le devenir. Ça m'effraie parce que je ne veux pas vous l'apprendre à vous connaissez l'histoire de France.
c'est la monarchie par les alliances, par les guerres qui a uni dans un destin commun des cultures qui étaient parfois très différentes, des langues différentes. Ça sera un grand débat qu'on pourra avoir une autre fois. Bien sûr, mais je veux dire, que la monarchie, il faut le connaître pour savoir pourquoi l'État est important en France aussi. Oui, mais alors, est-ce que la monarchie capétienne n'a pas préparé le lit du jacobinisme français en voulant centraliser et en jouant la bourgeoisie contre les féodaux et du même coup à saper les fondements traditionnels de cette monarchie? Très certainement, mais il y a toujours des effets pervers à tout. Ça mériterait une émission. Ça mériterait, on l'a déjà eu d'ailleurs, mais c'est intéressant de la poser à Marie-Maréchal Le Pen. Mais c'est possible, bien évidemment que ça a pu jouer. Mais disons qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière ces identités locales. Pour l'instant, ce que les auditeurs de Radio Courtoisie, mais je pense qu'ils en sont convaincus, doivent comprendre, c'est la priorité, c'est de défendre la communauté nationale. Voilà, il sera toujours temps après de faire vivre ces identités locales, mais avant tout défendons la France, la nation, et dans un second temps nous pourrons éventuellement... Vous n'êtes pas une jacobine idéologique, mais vous êtes quelqu'un qui va défendre l'État et une certaine centralisation pour des raisons pragmatiques face à une Europe dont d'ailleurs on pourrait dire qu'elle est souvent un ultra-jacobinisme. Car l'Europe, sur certains aspects, bien sûr, parce que l'Europe est autoritaire, d'un certain elle est côté, tous au fédéral. Bruxelles choisit pour les régions, c'est pas les régions qui choisissent pour elles-mêmes. Non, mais c'est vrai que c'est un débat très intéressant parce que l'Union européenne, d'une certaine manière, laisse faire beaucoup de choses dans un sens, libre circulation des hommes, des capitaux, des biens, et de l'autre est ultra intrusive sur des sujets absolument dérisoires. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un paradoxe, mais c'est vrai que c'est une forme de jacobinisme un peu pragmatique en fait. C'est pas faux. Jacobin est mondialiste finalement. Jacobin à l'échelle européenne et mondialiste quand on va en dehors des frontières de l'Europe. C'est la manière dont Bruxelles agit contre les peuples dans leur identité. Mais je pense à cette formule de Denis de Rougemont qui disait « Je ne suis pas contre l'État, je suis pour qu'il y en ait à tous les étages ». On pourrait imaginer que le local, le régional, le national et le continental pourraient s'emboîter tels des poupées gigognes, qu'il n'y ait pas d'opposition systématiquement entre les différents étages, si vous voulez, de ces différents États. Ce que les Jacobins, justement, nient, en voulant séparer de manière radicale les identités de la souveraineté. Oui, non, mais c'est un grand débat. C'est vrai que sur la question de la réforme territoriale, parfois ça n'a pas toujours été facile, même pour nous, de se positionner, parce que il y a aussi, même dans notre famille politique, c'est vrai, une certaine tendance à vouloir, et d'ailleurs par réaction aussi à la mondialisation, faire valoir justement aussi ces particularismes locaux qui sont agressés, dilués encore plus que l'identité française dans la mondialisation. Mais entendons-nous, je pense que cette réforme est menée pour accélérer, briser la résistance nationale. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer et ce qui probablement, je prends date avec vous aujourd'hui, arrivera demain, puisqu'on en voit déjà les ébauches, c'est la formation de régions transnationales. Puisque comme ces super-régions vont avoir une autonomie politique de plus en plus poussée, que maintenant on ne va plus traiter d'État à État sur certaines compétences, mais de région à région, et voire directement, comme ça se fait déjà d'ailleurs en partie, Union européenne-région, vous verrez que demain, il y aura par des référendums locaux, probablement, ou pas d'ailleurs, mais probablement, des régions transfrontalières. Je pense à la Catalogne, je pense au pays niçois, pourquoi pas, avec l'Italie, je pense à l'Alsace, pourquoi pas, avec des régions allemandes. Et ça me fait peur. Voilà. Vous ne croyez ça pas me fait peur. La logique sécessionniste, irrédentiste que vous stigmatisez risque d'arriver si justement on ne laisse pas un peu d'autonomie aux régions et au peuple? Non, je crois pas. Je crois honnêtement que ce qui fait mal aujourd'hui aux Français, c'est de ne plus se sentir français. Je crois pas que ce soit... je pense que la question d'être breton, je vous dis ça, voilà, moi je suis d'origine bretonne, j'en fais une fierté, j'en suis très fière, j'adore la culture bretonne, mais ça reste subsidiaire, voilà. Enfin, je veux dire, je pense que les gens qui véritablement sont dans une dimension ultra identitaire locale sont très très minoritaires. Et je pense que c'est quelque chose de subsidiaire par rapport à l'attente qui est la nôtre des Français, de voir d'abord leur identité française restaurée avant tout. Sachant que ces régions, Gérard Nouguet-Janin, sont aussi
ces régions poussées et encouragées par l'Union européenne, enfin l'Europe de Bruxelles, sont souvent des régions qui sont simplement identifiées comme simplement selon des caractères économiques. C'est plus du tout des raisons charnelles, c'est des macro-régions. Après, c'est des régions hors sol. On le voit bien dans la réforme territoriale bien sûr, en cours. Alors, dernière question, Marion Maréchal Le Pen, avant de nous quitter, parce que vous nous aviez consacré un petit temps, on a un peu dépassé, mais est-ce que dans les lectures dont je vous parlais tout à l'heure, vous m'avez parlé de Jean-Claude Michéa, est-ce qu'il y a des auteurs particuliers qui vous tiennent à cœur, aussi bien des écrivains que des théoriciens ou des philosophes? Quelles sont les dernières lectures que vous avez effectuées qui vous intéressent particulièrement? Alors, c'est vrai que je ne vais pas vous surprendre, je lis plutôt des essais politiques, parce qu'en plus je mêle l'utile à l'agréable, et de manière générale, j'en tire aussi des éléments sur lesquels je peux réfléchir, travailler. Extraordinaire scoop, je suis aussi en train de lire Le Suicide français d'Éric Zemmour. Ah bah voilà, j'allais vous poser la question justement. Je vous parlais également de À la passe d'Adam Smith, que je suis également en train de lire. J'ai fini récemment aussi un livre qui m'a beaucoup plu, qui a été écrit par un ancien député du Front National qui s'appelle Jean-Claude Martinez, et le livre s'appelle Euthanasie, stade suprême du capitalisme. Et l'écriture de Jean-Claude Martinez est délicieuse parce qu'elle est mêlée à la fois d'un vrai fond politique et de l'humour. Est-ce que vous avez lu des auteurs comme Simone Veil ou Gustave Thibon Alors, je n'ai jamais. Qui vous correspondraient assez. Oui, c'est pour ça que je vous dis ça. Oui. Parce que ça vous correspondrait tout à fait. Alors, je ne sais pas, sur Simone Veil, vous parlez peut-être de partis politiques, sur la fin des partis politiques. Alors, note sur la suppression des partis politiques, mais surtout l'enracinement. Alors, j'ai pas lu l'enracinement, j'ai lu. Et la pesanteur et la grâce. J'ai lu la note sur la suppression des partis politiques. J'ai jamais eu le plaisir. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Oui, absolument. Mais qui est une réflexion intéressant. Très intéressant. Vraiment c'est un intéressant. front national, ce n'est pas le parti. C'est vrai, c'est un front. Oui, non, absolument. Et donc, alors, j'ai pas eu le plaisir de lire Gustave Thibon. Pourtant, j'ai la collection des livres chez moi, mais j'ai lu des extraits. Voilà, je sais m'inspirer par. Et dans un autre courant d'opinion, un autre courant d'idées, est-ce que vous avez lu ou est-ce que vous lisez notamment les travaux de la Nouvelle Droite ou d'Alain de Benoît? Alors, je suis assez curieuse par nature, donc je suis abonnée à plusieurs journaux, c'est vrai, dont Revue plutôt, Causeur. Oui. Entre autres, je trouve que c'est un journal de fond. Je suis pas d'accord avec eux surtout, mais disons qu'ils ont des choses intéressantes. Je lis ça va vous surprendre aussi, mais je lis. J'étais abonnée à une époque, je le suis plus maintenant. J'aime bien Le Monde diplomatique, alors rien à voir, mais qui est un journal aussi de qualité où je trouve des choses intéressantes. Et c'est vrai que j'ai pu être abonnée à une époque à Éléments parce que je trouvais qu'il y avait. Voilà, je suis pas. C'est pourtant pas tout à fait notre ligne politique, loin s'en faut, voilà. Mais il y avait aussi des contre-arguments politiques. Vous avez été l'une des premières à lancer sur votre site internet il y a 1 an et demi une pétition contre le traité de libre-échange transatlantique, et vous savez qu'Alain de Benoît va publier durant le premier trimestre aux éditions Pierre-Guillaume de Roux un livre sur le traité transatlantique. Donc écoutez, voilà, à mon avis vous allez être passionné par la lecture de cet ouvrage. Avec plaisir, il n'y a pas de souci, tout est bon à prendre. Merci Marion Maréchal Le Pen, on espère vous recevoir un autre jour. On aura parlé à la fois de politique politicienne, de politique et d'autres politiques, et puis aussi de ce qui vous touche, de ce qui vous tient à cœur. On aurait pu également parler de cinéma, de musique, etc. Vous me réinviterez. Voilà, on pourra vous réinviter. Un plaisir. Merci en tout cas. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir, on fait 1 minute de pause et on se retrouve tout de suite après. Voilà, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission. Nous avons reçu Marion Maréchal Le Pen. Maintenant, nous allons parler d'un autre sujet qui a été évoqué d'ailleurs par Marion Maréchal Le Pen, le phénomène Zemmour et ses retombées, avec Dominique Jamet, cofondateur et directeur de publication du Boulevard Voltaire, Christian Brosio, rédacteur en chef adjoint des pages Histoire à valeurs actuelles, collaborateur à la revue Éléments, et Olivier François, collaborateur à la revue Éléments.
Alors, vous avez lu le livre de Éric Zemmour, Christian Brosio, vous devez en rendre compte dans la revue Éléments le mois prochain, je crois. Vous-même avez consacré plusieurs articles, notamment un sur la zemmourophobie sur Boulevard Voltaire. Boulevard Voltaire a consacré plusieurs articles à cela, oui. Voilà, exactement. Puis Olivier François, vous êtes intéressé par toutes les thématiques autour de ce qu'on pourrait appeler les néo-réacs, les dissidents, les réfractaires. Je ne confonds pas d'ailleurs. Est-ce que vous ne confondez pas, ou vous établissez des distinctions, vous allez pouvoir nous en parler. Les néo-réacs ne sont pas tous des dissidents, loin s'en faut. Voilà. Bon, alors, le livre de Zemmour s'intitule Le suicide français, il est paru chez Albin Michel. On en a beaucoup parlé ces derniers mois, il en est à 600 000 ventes. Il a battu le livre de Valérie Trierweiler, en tout cas en France, parce que les traductions du livre de Trierweiler ont été effectuées partout en Europe. Je vais vous demander déjà très rapidement, ces 40 années qui ont défait la France, ce sont les 40 dernières années que Zemmour exemplifie à travers des chansons, à travers des livres, à travers un certain nombre d'arguments. C'est la grande régression libérale-libertaire selon Zemmour. Est-ce que vous avez trouvé le livre intéressant ? Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement principal, Christian Brosio? Alors, je pense que c'est un livre intéressant. C'est plus qu'un livre intéressant. Je pense que c'est un grand livre. C'est un grand livre qui est même... C'est à la fois un livre d'histoire, un livre d'histoire politique, d'histoire sociologique, d'histoire économique, un livre d'histoire totale. C'est un livre, contrairement à ce qu'en ont dit ses détracteurs, extrêmement bien référencé, qui cite toutes ses sources, qui replace, qui recontextualise toutes ses démonstrations, et qui est un livre... en outre, fort bien écrit, extrêmement vivant, très facile à lire. Donc c'est un livre qui, je trouve, c'est l'un des... je pense que pour le grand public, c'est le meilleur livre qui ait été paru sur ce sujet, c'est-à-dire sur les 40 dernières années. Alors, les 40 années qui ont défait la France, je pense que ça va au-delà de la France, hein. Même si Éric Zemmour est quand même très franco-français, mais ça va bien au-delà de la France, car c'est la chronique. C'est plus qu'une chronique, c'est la chronique et l'analyse. C'est l'analyse exemplifiée par la chronique et par l'anecdote et par les faits, remise en perspective, très bien racontée, dans un style journalistique. Éric Zemmour est journaliste et c'est un très bon journaliste. Je pense que Dominique Jamais pourra nous en parler. Avec ce style journalistique, il y a en plus une rigueur d'analyse et une profondeur d'analyse qui, à mon avis, est exemplaire. Et c'est la raison pour laquelle je n'hésite pas à le dire que c'est dans ce genre sans doute le meilleur livre qui ait été publié sur ce sujet, précisément depuis 40 ans. Alors, Dominique Jamais, je vais vous demander ce que vous pensez, grosso modo, du livre. Et puis après, j'aurais quelques questions à vous poser sur la biographie d'Éric Zemmour et peut-être sur la personne que vous avez connue au quotidien de Paris. Alors d'abord, est-ce que vous avez lu le livre? Est-ce que vous l'avez apprécié? Et qu'avez-vous pensé des réactions contrasté, c'est moins qu'on puisse dire, à sa réception, dès sa réception? Oui, je ne vais pas en rajouter sur ce qui vient d'être dit, avec quoi je ne vais pas en rajouter sur ce qui vient d'être dit, avec quoi je suis très largement d'accord. Bon, c'est un livre brillant et pertinent, et bien qu'il se présente comme une suite d'articles, de longs articles, datés, c'est daté, on suit la chronologie, c'est quelque chose de tout à fait cohérent, c'est très bien. Ce qui est frappant, et je le note à la suite de votre présentation. Ce qui est frappant, c'est de constater que, comme il a pu arriver et comme il arrivera de nouveau, il y a des idées qui sont dans l'air, il y a des idées qui s'imposent, et puis que tout d'un coup, un livre vient cristalliser. Le livre de Zemmour est tombé manifestement au bon moment. Il est arrivé au moment où beaucoup de gens, énormément de gens, partageaient ses analyses, son diagnostic, ses sentiments, et avaient envie de lire, d'entendre, de pouvoir être confronté à quelque chose qui
irait dans le sens de leurs idées et de leurs diagnostics et le conforterait. Et Zemmour est venu apporter une espèce de vadémécum idéologique, moral, historique, sociologique, qui était très précisément ce que les gens attendaient, beaucoup de gens attendaient. Il a mis 3 ans pour l'écrire. Oui. Et surtout, ce que vous dites est juste, mais il ne faut pas oublier que Zemmour, tout en étant en adéquation avec ce que le grand public et les lecteurs attendaient, arrive à les élever. C'est-à-dire à leur donner une culture, des références, une cohérence discursive, une volonté de pouvoir faire en sorte qu'ils aient une vision du monde, si tant est qu'on puisse lire le livre substantiellement, qui permettent à ces gens-là de pouvoir vraiment substantiellement être armés pour répondre à l'adversaire. Et une matière à réflexion. Oui. Une matière, justement. Et il a été d'autant plus servi par la conjoncture que... de la même manière qu'un certain nombre de gens, un grand nombre de gens attendaient ce livre pour pouvoir y adhérer, et je le répète, être confortés dans leurs idées, dans leur vision du monde, il y avait aussi un certain nombre de gens qui manifestement l'attendaient au tournant, avec peut-être une visée tout à fait différente, pour pouvoir identifier l'ennemi, mettre un nom dessus, parce que l'on voit des gens dont l'électorat se débande, vous voyez à qui je fais allusion, on va pas s'absentir là-dessus, mais qui voient aussi leurs idées partir en lambeaux, s'effilocher, et ils cherchaient un responsable, ils ont été contents de trouver un responsable, et à la fois le succès de ce livre a montré sa concordance, sa cohésion avec ce qu'attendaient beaucoup de gens, et a permis à ses adversaires de dénoncer le grand ennemi, le grand Satan qui est devenu Zemmour, et l'on a parlé tout d'un coup, il y a eu un phénomène de massification évidemment caractéristique de notre époque, plus encore que d'autres époques, et on a vu tout d'un coup parler de la zemmourisation des idées, des cerveaux, des partis. Après la pénétration des esprits, la zemmourophobie. Voilà, absolument. Alors que Éric Zemmour fait avec beaucoup de talent, de façon extrêmement brillante, la synthèse de ce que nous avons en effet pu constater, suivre au long des dernières années, et comment dirais-je, il y a un côté le roi est nu, c'est-à-dire que tout d'un coup, quelqu'un avec du talent vient dire ce que tout le monde ressentait, sans avoir le même talent ou la même force pour le dire. Alors, en quelle année avez-vous connu Éric Zemmour au Quotidien de Paris? Au début des années 80? Écoutez, oui, effectivement, c'est au Quotidien de Paris, avec Philippe Tesson, qu'Éric Zemmour a fait ses débuts à la rubrique politique, et donc c'était un tout jeune homme qui venait de Sciences Po et qui, très discret, très solitaire, comment dirais-je, faisait dans la carrière qui est restée la sienne, des débuts qui l'ont mené où vous savez. Alors il vous cite comme l'un de ses maîtres. Oui, j'ai eu... Parmi les 3 personnes qui l'ont le plus marqué, vous êtes celui qui le considère comme son maître en journalisme. Oui, j'ai eu la satisfaction et l'étonnement d'ailleurs, l'étonnement ravi, de voir Zemmour me citer comme l'un de ces 3 modèles en journalisme, aux côtés, excusez du peu, de Jacques Bainville et de Chateaubriand. Ah oui, c'était pas mal. Comment dirais-je? Vous prenez. Je n'allais pas m'en plaindre, je n'allais pas protester. Il y a pire, comme dirait l'autre. Je n'ai pas demandé de rectificatif. Est-ce qu'à l'époque, vous partagez des opinions à peu près communes avec Éric Zemmour, parce que le Quotidien de Paris regorgeait de plumes, de grandes plumes, et de gens très différents, très iconoclastes. C'était un journal plutôt de droite, mais avec des droites très différentes les unes des autres. Est-ce que Éric Zemmour, vous l'aviez perçu comme un esprit iconoclaste? Écoutez, les opinions de Zemmour étaient moins affirmées, et avaient peut-être moins d'espace pour se manifester qu'aujourd'hui. Vous l'aviez repéré? Non, pas du tout. Même pas. Pas du tout. Et non, et si vous voulez, puisque vous parlez de la diversité du Quotidien de Paris, qui est une réalité, déjà au Quotidien de Paris, et nous avons eu l'occasion d'en parler ici même, il y a quelque temps, lorsque vous m'avez invité, déjà au Quotidien de Paris, je ne savais pas si j'étais de droite, ou dans quelle mesure, dans quelle proportion j'étais de droite. Je ne l'étais sûrement pas, et je ne le suis toujours pas, à 100%. Je prétends avant tout penser par moi-même, et donc ce qui fait que je ne me reconnais pas toujours forcément dans la pensée des autres. Vous vous êtes revu après avec Éric Zemmour lorsque le Quotidien de Paris est tombé, si j'ose dire? Je le croisais plusieurs fois, c'est tout. Oui.
Oui, donc c'est une admiration qui n'est pas, si j'ose dire, empreinte d'empathie amicale au sens de connivence. C'est quelque chose qui apparemment tient lieu vraiment de repères et d'observations de la part de Zemmour, qui a bien vu en Dominique Jamais celui qui était le modèle à suivre à l'époque. Écoute, je ne sais pas. Mais Éric Zemmour est quelqu'un dont, comment dirais-je, l'ascension, l'irrésistible ascension due à son talent a excité, j'ai pu le constater, de nombreuses jalousies parmi ses confrères, une certaine hostilité dans le journal même auquel il collaborait, et qui a été protégée, ce qui est insolite, et par sa renommée, et vous le savez, par le soutien de ses lecteurs, à un moment où son propre journal n'avait pas pour lui les yeux de Chimène. Olivier François, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais vous rajouter, après tous ces compliments mérités sur Éric Zemmour, vous savez, Ortega y Gasset disait que être de droite ou de gauche était un hémiplégique mental. Ce qui m'a fait plaisir en lisant le Suicide français. Les gens de Libération ont fait une une en caricaturant Zemmour comme un pur réactionnaire incarnant cette France moisie, pour reprendre le titre de l'article de Philippe Solers. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que Zemmour est un des rares commentateurs de la vie politique à avoir une culture de droite et de gauche. C'est-à-dire qu'il cite Bainville, il cite Chateaubriand, Marx. Il cite parfois Maurras d'ailleurs, mais il a aussi une connaissance pour les critiquer ou pour s'en servir dans sa critique de Marx, de Jean-Claude Michéa, d'une certaine pensée Gluckscar, d'une certaine pensée marxiste critique, Christopher Lasch évidemment, et il analyse, notamment quand il analyse les racines de cette décomposition de l'idée de nation, de cette imposition d'une sorte de l'idéologie du genre, il va à la racine. Il fait la généalogie de ce suicide français en parlant, en allant se coltiner à Foucault, à Deleuze, etc. Et ça, c'est assez. Et c'est ce qui, à mon avis, le sépare d'un certain nombre de ces admirateurs un peu rapides, qui eux, en général, ont une pure réaction. Ils vont dire, mais oui, qu'est-ce qu'il y a derrière? D'où parle la gauche? D'où parle ce progressisme? Alors quelles sont les références? On a parlé avec Dominique Jamais à l'instant de la zémourophobie ou des zémourophobes, ceux qui ont été les contempteurs radicaux du suicide français d'Éric Zemmour. Le suicide français, le livre d'Éric Zemmour. Hein. J'entends bien, ce n'est pas le suicide français d'Éric Zemmour, qu'on me comprenne bien. Il y a suffisamment de lapsus dans cette émission pour qu'on n'en rajoute pas. Christian Brosio, puisque vous avez lu attentivement cet ouvrage et qu'on a parlé de zémourophobie, il y a aussi le contraire. C'est-à-dire, il y a les zémourophiles ou les zémouristes ou les zémouriens. C'est-à-dire ceux qui se réclament d'Éric Zemmour, qui se réclament de ses écrits, de sa pensée, etc. Il y a 600 000 personnes qui ont acheté le livre de Zemmour. Or, on s'aperçoit très souvent que ceux qui se réclament de Zemmour ont une pensée qui, globalement, sur les questions d'immigration, de la gauche socialo-communiste, de la critique de la mondialisation éventuellement, se retrouvent d'accord avec lui, mais pour le reste, sont très en deçà de la critique radicale que Éric Zemmour fait de l'idéologie du progrès et de la vulgate libérale-libertaire. Est-ce que vous pourriez nous dire d'abord quelles sont les idées centrales qui vous semblent les plus évidentes pour ce qui concerne Zemmour, et ce qui vous semble caricatural, ce qui vous semble hybride, ce qui vous semble opportunément mal défini dans la façon dont la plupart des gens qui se réclament de Zemmour ne sont en fin de compte que très éloignés de sa pensée? Alors, je pense que la zémourophilie n'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui est apparu il y a déjà pas mal d'années. Je pense à l'époque où Éric Zemmour était l'un des deux invités, était avec Éric Nolot, la vedette de l'émission télévisée de Laurent Rouquier, On n'est pas couché. Je pense que la grande explosion médiatique d'Éric Zemmour date de ces années chez Laurent Rouquier, où évidemment tout son talent a commencé à exploser aux yeux du très grand public, disons, enfin d'un public de plus en plus large. Et à partir de ce moment-là, donc on était dans les années, si je me souviens bien, je sais plus, 2005, 2006, à partir de ces années-là, jusqu'en 2000, je sais plus, 10 ou 11. Près, bon. Et durant toutes ces années, évidemment, c'est créé, alors que la décomposition française s'accélérait. Évidemment, les propos de Zemmour, mais qui étaient des propos
sur un plateau de télévision, donc des propos avec le jeu du débat, de l'absence de débat plutôt, le jeu télévisuel où on procède par affirmation et contre-affirmation extrêmement brute de décoffrage. Il se trouve que les propos de Zemmour sont entrés en résonance avec ce que ressentait effectivement déjà une majorité de Français. Bon, et à partir de là est né ce phénomène, ce zémourisme ou cette zémourophilie, à tel point qu'il s'est même monté, je crois, une association des amis d'Éric Zemmour sur les réseaux sociaux qui se il y a un site qui se donnait des rendez-vous, qui il y a même eu des manifestations. Alors évidemment, dans tout cela, je pense qu'il y a en fait beaucoup de déchets. Enfin, pas mal de déchets, disons, au final. Je pense que parmi tout ce mouvement de zémourophilie, qu'est-ce qui va en rester après que ces gens-là auront lu Le Suicide français? On peut espérer que pour un certain nombre d'entre eux, ça va leur ouvrir des horizons et qu'ils trouveront des réponses justement profondes qui leur permettront de remonter à la racine de ce qu'ils ressentaient subrepticement en eux et ça leur permettra en effet de réfléchir. Mais il est bien évident que une autre partie de ces zémourophiles, de ces zémouriens va être s'il lit le livre. Reste à savoir d'ailleurs sur les 600 000 acheteurs combien l'auront lu vraiment. Mais peu importe, à la fin, 600 000 acheteurs, on peut bien espérer qu'il y en aura bien sur un livre de 550 pages qui se lit très bien. Ils peuvent le parcourir aussi. Ils peuvent le parcourir. Mais on peut espérer que sur 600 000 acheteurs, il y en ait quand même 50 000 qui le lisent, et que sur les 50 000, qu'il y en ait entre 15 et 20 000 qui comprennent vraiment ce que dit Zemmour, et que ça leur éveille, ça leur ouvre des horizons tout à fait nouveaux. Et ce serait déjà considérable, ce serait déjà très très bien que 15 000, j'espère beaucoup plus, qui prennent conscience de ce que veut dire exactement Zemmour, à savoir... Alors quoi, justement qu'est-ce qu'il dit alors, contrairement à ce que beaucoup de Zemmouriens ou Zemmourphiles n'avaient pas compris jusque-là, puisqu'ils aimaient Zemmour parce qu'il dénonçait l'immigration, il dénonçait l'islam dans les prisons, il dénonçait tout ce sur quoi pesait une chape de plomb médiatique qu'on ne voulait pas absolument aborder et que Zemmour abordait. Mais lui, Zemmour explique pourquoi ceci. Et ceci, c'est quoi? C'est à partir des années 70, la mise en place progressive de la mondialisation libérale qui se met en place. Alors ça concerne la France, mais ça concerne pas seulement la France. Il part de la mort du général de Gaulle, mais surtout de cette fameuse loi du 3 janvier 1973 qui a été votée subrepticement par l'Assemblée nationale à l'automne 1972 par un hémicycle à moitié vide, vraisemblablement, avec d'ailleurs l'accord sans susciter l'opposition de la gauche de l'époque, qui pourtant était une gauche pugnace et qui était encore une gauche sociale, de cette fameuse loi du 3 janvier 73 qui interdit à l'État d'emprunter à sa propre banque centrale et qui l'oblige à emprunter sur les marchés privés, si vous voulez. Là, c'est un tournant, parce que c'est cette loi qui sera ensuite imposée, qui toute la construction européenne à partir de Maastricht sera fondée sur ce principe de dépouiller leurs États de leur souveraineté non seulement monétaire, mais également de leur souveraineté budgétaire en les contraignant à emprunter sur les marchés et à se ligoter littéralement au marché. Donc Zemmour montre bien, sur 40 ans, justement, le triomphe non seulement de l'économie de marché, qui débouche inévitablement sur la société de marché. Et que tout est régi aujourd'hui et toutes les questions sociétales
que la droite déplore, à juste titre, sont pour une très grande part liés à l'installation de cette société de marché qui, pour triompher, a besoin évidemment, comme il montre très bien Zemmour, c'est le post-68ard, c'est le post-68ardisme qui défait toutes les structures, les anciennes structures sociales pour permettre traditionnelles, pour permettre au marché évidemment de triompher. Et 68, j'aimerais quand même réagir. C'est là peut-être qu'on aurait peut-être un désaccord avec Zemmour. 68, souvent, il en fait un bloc. Il en fait un bloc. Et 68, souvent, par les gens de droite, a tendance à caricaturer en révolution hédoniste de jeunes bourgeois sous les pavés la plage. Mais c'est ça qui a triomphé. Qu'incarne, par exemple, quelqu'un comme Cohn-Bendit. Moi, je pense que 68 est ambigu. C'est une grande grève ouvrière. C'est aussi, même chez les jeunes alternatives, une critique d'un gaullisme dont il faut le rappeler, les années du général de Gaulle a été des années de modernisation, de destruction aussi. Zemmour montre bien justement dans son ouvrage que les grèves ouvrières communistes sont aux antipodes justement des idéaux hédonistes et des idéaux progressistes des petits révolutionnaires bourgeois 68ards qui étaient majoritaires. Bien sûr, mais quand je prends par exemple, c'était des marginaux, mais ce qui s'est passé, le mouvement post-68ard qu'on a caricaturé en babacool, au hippie, il y a quelque chose que ne cite pas assez peu Zemmour qui serait intéressant pour un homme de droite d'analyser, pour des gens de droite d'analyser, de voir que dans ce mouvement par exemple de retour à la terre, de critique écologique, il dit même retour à la nature et pétainiste. Il en parle. Et c'est pas pour en dire du mal. C'est pas pour en dire du mal. Il s'en amuse justement. Il s'en amuse, mais il est un peu plus ambigu sur d'autres sujets. Je trouve qu'il y a. Mais bon, il constate quand même ça. Alors effectivement, là, vous avez raison, Olivier François. Mais il parle pas des situationnistes. On pourrait faire une critique, voilà, bien sûr. Mais il utilise en tout cas le terme capitalisme, parce que c'est quand même le terme qui fait mal. Il utilise le terme capitalisme. Et c'est ça que n'aiment pas les Zemmouriens. Et c'est ça que n'aiment pas les Zemmouriens. Et il met en accusation, il met en cause, il montre le rôle du capitalisme. Il montre en quoi la gauche libertaire a fait le jeu du capitalisme. Il ne parle pas seulement de l'ultralibéralisme. Notamment de l'immigration par le patronat français. Il cite le président Pompidou qui disait oui, le patronat m'en demande toujours plus, etc. Et ce qu'il montre aussi également, alors évidemment le livre d'Éric Zemmour rend fou évidemment la gauche actuelle, bien entendu, c'est tout à fait logique, mais il devrait rendre fou aussi, je pense, la droite, parce que c'est une mise en accusation de la droite qui est fantastique. Il montre que la droite s'est trompée. Mais de bout en bout depuis les années 70 et en 81 notamment, lorsque la droite criait au danger socialo-communisme, il me semble qu'on ne peut pas être plus aveugle que de crier au danger socialo-communisme en 1981. Zemmour montre que justement, au contraire, en 1981, c'est pas du tout le socialo-communisme qui menace, c'est au contraire la fin du socialisme socialiste. Et évidemment, la fin du communisme... on le verra en 83. Et on le verra en 1983, mais également sur le plan international. Il montre que l'invasion soviétique de l'Afghanistan, loin de constituer le danger qu'on imaginait pour l'Occident, il montre que cette invasion soviétique avait été un peu favorisée par les États-Unis et que ça marque un peu le début précisément de la fin de l'Empire soviétique. Alors il montre donc il montre que la droite s'est trompée, mais c'est accablant pour la droite. Donc si la droite, si les Zemmouriens droitards lisent bien le livre de Zemmour, à mon avis, ils ne seront pas très contents. Autre phénomène. D'ailleurs, certains commencent à le dire. Autre phénomène qui est assez aussi marquant, c'est que Zemmour s'intéresse beaucoup à la féminisation de la société, à la domination de l'idéologie féministe dans la société, et il montre bien que le capitalisme, on est passé d'un capitalisme de production à un capitalisme de consommation, et que le capitalisme de consommation a comme principaux clients les femmes et les homosexuels. Et que par conséquent, il faut pouvoir vendre le plus possible à cette clientèle. Donc là aussi, l'hédonisme libertaire d'une certaine gauche progressiste est
indissociablement lié au capitalisme auquel il a correspondu durant ces 40 ans. Ouais. Dominique Jamais. Oui, ce livre a tout simplement la force de l'évidence. Je parlais tout à l'heure d'une conjoncture, j'aurais mieux fait de dire une conjonction, et le même livre, exactement le même livre, n'aurait pas eu le même succès il y a 2 ans et demi ou 3 ans, le même livre, s'il était paru, parce qu'à l'époque, un certain nombre de gens croyaient encore, à cause des qualités de marionnettiste de Nicolas Sarkozy, que la droite menait une politique différente de celle que mène la gauche, qu'il y avait encore une indépendance française, une souveraineté française, niait le déclin, et en creux, évidemment, l'extraordinaire succès et la pertinence du livre d'Éric Zemmour, c'est dû à la haine de l'Union européenne, de la mondialisation, du monde où l'on nous mène, que partagent de plus en plus de gens. Et puis, naturellement, c'est l'autre face de l'extraordinaire impopularité de Hollande et du gouvernement socialiste. Mais il y a une dimension dans le livre que nous n'avons pas mentionné jusqu'à présent. J'allais y venir, je crois savoir où vous voulez en venir. Je ne sais pas. Ah, on va voir. Oui. C'est l'extraordinaire pessimisme d'Éric Zemmour. Car il faut le dire quand même, c'est un livre extraordinairement noir dans sa volonté de déconstruire, de démolir le monde des constructeurs, le monde des démolisseurs où nous vivons. Rien, ou à peu près rien, ne trouve grâce devant Éric Zemmour. C'est un fait. Et ce qui est curieux d'ailleurs, ce qui fait l'originalité du livre malgré cela, c'est que c'est un mélange quand même de Joseph de Maistre et de Philippe Muret. C'est bien vu. Moderne et vive, un livre extraordinairement réactionnaire, bien qu'intelligent, et qui prouve d'ailleurs qu'on peut être intelligent et réactionnaire. Dans le bon sens du terme, oui. Il n'était pas arrivé depuis les années 30. Exactement. Mais c'est tout à fait patriarcal, car tout le temps revient le thème « c'était mieux avant ». La société de nos pères, la société où l'église était au centre du village et où les hiérarchies étaient respectées. Mais avec une colonne vertébrale, avec une hiérarchisation des références, avec une lecture tout à fait pertinente, et contrairement à d'habitude où les gens de droite s'exonèrent de toute pensée critique en disant ça, justement, en disant c'était mieux avant. Oui, et effectivement, le lecteur de Zemmour, s'il est lucide, pourra de temps en temps, et même souvent, se regarder dans la glace en se disant jusqu'à quel point ne suis-je pas responsable de cette société que dénonce Éric Zemmour et que j'ai contribué à construire et à animer, n'est-ce pas ? Exactement, c'est ça. Oui. Alors maintenant, question un peu provocatrice, cher Christian Brosio, peut-on dire de gens connus comme Éric Brunet, Yves Rioufol, Elisabeth Lévy, Causeur, on a toute une galaxie dite zémourienne qui se réclame d'Éric Zemmour. Peut-on dire qu'ils ont lu Éric Zemmour et peut-on dire qu'ils l'ont bien lu ? Ah, écoutez, je ne sais pas s'ils l'ont lu ou bien lu. Les noms que vous venez de citer, je pense qu'à Causeur, oui, ils l'ont lu. Ils l'ont même consacré un numéro spécial avec un entretien un peu polémique et des articles assez hostiles. Un polémique et des articles assez hostiles. On comprend pourquoi. Quel mérite de la cohérence d'ailleurs. Quel mérite de la cohérence, mais sur le thème de Vichy, de Paxton, les 7 pages. Alors ce n'est que 7 pages, 8 pages sur les 500 et quelques pages du livre de Zemmour, mais c'est des pages remarquables où il synthétise l'évidence d'ailleurs. Oui, il reprend les travaux de Robert Aron notamment. Et il aurait pu citer aussi Henri Amouroux, etc. Et François-Georges Dreyfus d'ailleurs. François-Georges Dreyfus, etc. Bon, et alors ça suffit pour susciter la fureur, si j'ose. Oui. Zemmour pétainise, Zemmour lavaliste. Voilà, c'est ça. Et au point que ça qualité, sa personnalité, qu'il ne nie pas du tout, de juif pieds noirs, absolument, a cessé de le protéger. Terminé. Les antisémites. Elisabeth Lévy a échappé de justesse, et lui, pas du tout. Et à propos de ces pages qui, en effet, ont été démesurément grossies. Parce qu'on a l'impression qu'il y a 150 pages dessus, alors qu'il y en a 8. Il y a très peu de pages dans le livre, mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'on voit bien qu'il a violé un tabou, et ce qu'il dit est quand même très largement vrai. Il est trop indulgent avec le maréchal Pétain quant à l'antisémitisme, car Pétain était antisémite comme on l'était dans sa génération. Mais il ne porte pas le jugement de valeur là-dessus. Mais en revanche, il a évidemment raison. Alors c'est quelque chose qui reste en travers. On le comprend aussi d'ailleurs, qui reste en travers de beaucoup de ses lecteurs et naturellement
de lecteurs juifs, il a raison de dire, de seriner, d'essayer de faire comprendre aux gens que si la France, entre 40 et 44, avait été dirigée par un gouvernement Doriot ou par un gouvernement Quisling, le bilan, le nombre des Juifs arrêtés, déportés, exterminés n'aurait pas été de 25% de la population juive vivant en France à cette époque-là, mais de 90 ou 95%. Comme en Hollande. Comme ça a été le cas en Hollande notamment. Comme ça a été le cas en Hongrie. Bien sûr. Où l'on rappelle qu'après la chute de Horthy, c'est en quelques mois, en 2 ou 3 mois, que 95% de la population hongroise a été arrêtée, déportée, exterminée. Bien sûr. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Christian Brosio, d'une certaine façon, que de la même façon que vous posiez la question tout à l'heure à Marion Maréchal Le Pen, qui avait peut-être une tentative d'instrumentalisation de la part d'une certaine droite sarkozyste qui visait le programme économique et social de Florian Philippot, de la même façon, on a chez les Zemmouriens ou les Zemmouristes une volonté de reprendre un petit peu les idées de Zemmour, tout en s'attaquant, par exemple, à ces idées anticapitalistes, antilibérales. Absolument, d'instrumentaliser Zemmour, en mettant en exergue les effets qu'il décrit, par exemple sur l'immigration. Alors on va publier des tableaux sur la délinquance musulmane, sur les musulmans en prison, sur la délinquance immigrée, par exemple. Voilà, comme ça, brut de coffre, mais sans aucune explication autour. Oui, je pense qu'il y avait jusque-là, peut-être que ça va continuer d'ailleurs, je ne sais pas, parce que là, comme on est dans un monde médiatique où tout est spectacle, et évidemment, il y a un petit risque, mais je ne crois pas. Je disais tout à l'heure, les 15 ou 20 000 sur les 600 000 qui auront acheté le livre, qui l'auront lu et en qui ça aura éveillé quelque chose. J'espère plus que 15 ou 20 000, bien entendu, mais si déjà il y avait 15 000, ce serait déjà beaucoup, et ce serait déjà une grande victoire. Mais autrement, effectivement, on peut craindre que le système médiatique, le système spectaculaire dans lequel notre monde vit, qui a tendance à tout récupérer, à tout passer à la lessiveuse, etc., de faire en sorte que le fond du livre passe au second plan, derrière les faux débats, les polémiques stériles de plateaux de télévision où en 5 minutes on injurie l'invité et qui n'a qu'à peine le temps de... C'est fou quand même le paradoxe auquel on assiste de se défendre. Entre d'un côté la critique de mai 68 qui a toujours été faite à droite, et en même temps ces mêmes gens de droite qui pourtant critiquent l'idéologie du progrès et qui voient bien que l'idéologie du progrès a été appliquée par mai 68 et pourtant sont incapables de mettre en corrélation les deux. C'est-à-dire que ils veulent bien critiquer mai 68, mais ils ne veulent pas aller jusqu'à critiquer l'idéologie du progrès qui n'est que la prolongation de la Révolution française et de tout ce qui a pu y avoir avant et qui a abouti à mai 68 et à ce qui a abouti après. Ils veulent bien être antiprogressistes, mais antiprogressistes sur le plan sociétal, pas sur le plan social. Là, ça fait mal. Les choses changent un petit peu, notamment dans les jeunes générations. Je vois que Zemmour, par exemple, a été invité par de jeunes royalistes, enfin l'Action française pour la nommer. Oui. La salle était 500 personnes, très impressionnant. Bon, c'est devenu maintenant une star, on peut le dire. Et il y avait sur les 500 personnes, au moins 400 personnes qui avaient entre 20 et 25 ans. Moi, c'est ce qui m'a étonné. Mais ça, c'est très bien. Et en général, ce sont des lecteurs qui lisent précisément, c'est des lecteurs étudiants. Oui. Non, mais ça, c'est très. Et là, on a un retour, une droite, comme le disait Dominique Jamais, d'une droite qui pense et qui ne pense pas simplement réactivement, en bougonnant, mais en essayant de réfléchir. Et pour abonder dans votre sens, ce qui est remarquable encore, c'est que le livre est apparu au moment où ce qu'il disait paraissait, je le disais, le plus justifié, et au moment même où commence à se développer une réaction, une espèce de réveil du peuple qui va complètement à l'encontre du pessimisme d'Éric Zemmour. Merci Dominique Jamais, on vous retrouve sur Boulevard Voltaire. Merci cher Christian Brosio, on vous retrouve dans les colonnes du spectacle du Monde. Malheureusement. Valeurs actuelles et d'autre part Éléments, et Olivier François, on vous retrouve également dans la revue Éléments le mois prochain. Merci chers auditeurs, et nous nous retrouvons le mois prochain.